Bonjour à toutes et à tous. Hello Malia. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Nous allons parler de rebond et de résilience. Pourquoi ce sujet? Ce sujet est propre au sport, pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est propre au sport? Eh bien, vous avez raison. Parce que la résilience concerne tous les sujets de notre vie, tous les sujets de la société. Je vais me présenter et vous allez comprendre certaines notions. Donc, je suis Moez Elassine, je suis en équipe de France de para-escrime depuis 20 ans. La résilience a construit ma vie. J'ai pour habitude de dire que j'ai vu le jour 3 fois. Le jour de ma naissance, comme vous toutes et tous, un 10 avril, puis le jour où j'ai été confronté à un accident de la vie et les médecins avaient décidé, après 3 semaines de coma, qu'il fallait me débrancher, que j'étais cliniquement mort. Deuxième naissance. La troisième naissance correspondait à la reconstruction. Et cette reconstruction ne s'est pas faite sans douleur, vous en doutez. Cette reconstruction, elle s'est faite avec l'aide d'une personne qui représente pour moi mon deuxième père. Il s'agissait, un médecin a failli me tuer, un autre m'a reconstruit. M'a reconstruit physiquement parce qu'après 3 semaines de coma, la seule fonction de mon corps qui était encore vivante était ma tête. Les mouvements que vous voyez là, je n'étais pas en mesure de les faire. Et j'avais 6 ans. Alors, résilience à 6 ans, ça implique quoi? Ça implique une transformation, puisque ça implique d'accepter la souffrance, ça implique que vous laissez d'autres personnes entrer dans votre tête pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche. Je vous rappelle, j'avais 6 ans. Lorsque vous relevez vous avez vu la mort et vous vous relevez. C'est ce que moi j'ai vécu. La troisième naissance impliquait que mes parents, ma mère plus particulièrement, fassent un pacte avec ce médecin. Peu importe ce qu'elle voyait. Elle était obligatoirement, cela lui imposait des sacrifices à elle aussi. Ces sacrifices, c'est de voir son fils souffrir mentalement et physiquement pour pouvoir se construire. Ces 3 naissances-là n'ont pas été une partie uniquement de souffrance. C'était aussi pour moi une période de construction et de reconstruction et une 3e construction. Vivre ces moments-là, se réveiller en situation de handicap dans les années 90, vous vous en doutez. Ce que ça implique. Le regard des autres, le regard de ses proches, le regard de ses amis, et puis il y a son propre regard. Toutes ces notions-là vous posent une seule problématique. C'est soit vous vous relevez, soit vous restez là où vous êtes. Si vous ne vous relevez pas, vous n'existez plus. Et un enfant de 6 ans qui se construit dans cet état d'esprit, toute sa vie est préparée à un long combat. Et puis, d'autres rencontres dans la vie, comme vous en faites toutes et tous, continuent à nous apprendre à nous relever, à faire preuve
davantage de résilience. Et moi, l'une des personnes qui a compté le plus dans ma vie, après ce docteur qui m'a sauvé d'une mort certaine, ou d'une vie, si c'est pour être inerte et ne pas profiter de la vie, ce n'était pas en tout cas ma conception de la vie. J'ai rencontré un professeur d'éducation physique et sportive, j'avais 12 ans. Je me rappellerai pour tout le reste de ma vie. J'étais en train de faire du basket comme toutes les personnes en fauteuil roulant dans les années 90. C'était le premier sport qui était mis en avant. Et puis, il me proposa une initiation et une démonstration d'escrime handisport. Je ne connaissais absolument pas ce qu'était ce sport. Nous étions en 92. J'avais 12 ans et ce mercredi-là allait changer le cours de ma vie. De cette initiation est née une véritable passion. Mais cette passion, au départ, elle n'était pas identifiée. En revanche, les clés des 6 précédentes années, les clés de rebond, de résilience, étaient encore en moi. Ce qui m'a permis, à ce moment-là, d'aller de l'avant, de dépasser mes peurs. La peur de l'inconnu. Nous avons tous connu ça et nous connaîtrons tous cela. En revanche, ce dépassement-là, ce dépassement de mes propres peurs, de l'inconnu aussi, m'ont permis d'épouser ce magnifique sport qu'est l'escrime. Mes précédentes vies, ont été des clés pour prolonger une aventure humaine et sportive. Ça a été... Et puis, il y avait un autre enjeu, c'est le sport pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants en situation de handicap. Je ne mesurais pas l'importance de cette période-là. Je n'avais pas pris la mesure de la situation, du rôle que chaque sportif et chaque sportive en situation de handicap, et puis chaque sportif et sportive valide, avait comme impact sur la société, sur le regard, sur la transformation d'une société, sur l'évolution même d'une société. Un gamin de 12 ans qui est entré dans une démarche de changement de regard face au handicap, d'apporter sa pierre à l'édifice au changement et aux transformations de notre société. Je vous le dis, sans aucune prétention, avec toute la modestie que je peux vous présenter, ce n'était nullement mon intention à ce moment-là. En revanche, le sport, l'escrime plus particulièrement, m'ont aidé à traverser tout le reste de ma vie. Ça n'a pas été sans défaite, ça n'a pas été sans échec. Mais après avoir vécu ce que j'avais vécu, j'étais prêt à affronter toutes les montagnes, tous les échecs. En revanche, il y a une clé qui est fondamentale, une clé qui est essentielle et une clé qui m'a permis de réussir, c'est qu'à chaque fois que je tombais, je me relevais. Ça n'a pas été sans difficulté. Ça n'a pas été sans épreuve et ça n'a pas été sans douleur. En revanche, aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous dire que chaque échec est une reconstruction absolue, nécessaire. J'ai grandi aussi avec des notions et des... Je suis un amoureux de l'histoire, je suis un amoureux de l'humanité. Et l'un des plus grands hommes de toute l'humanité est Nelson Mandela.
l'un des hommes les plus importants de l'espèce humaine est Nelson Mandela. Qu'a-t-il dit? Je ne perds jamais. Je ne perds jamais. On ne perd jamais, quoi qu'il arrive. On reviendra sur la notion de défaite dans le sport. Soit j'apprends, soit je gagne. Dans tous les cas, on ne perd jamais. À partir de cette période de ma vie, j'ai décidé. J'ai goûté au goût de la compétition, au goût de la victoire. Mais pas la victoire à tout prix. La victoire en respectant les autres. La victoire et la défaite en se respectant soi-même. Je sais que Karim et Malia, vous comprenez ce que je vous dis. Je sais que Colline, tu vas te construire dans cette démarche-là. Et je sais que vous toutes et tous, quelles que soient vos activités et quels que soient vos parcours de vie, j'en suis intimement convaincu que vous trouverez au fond de vous, un jour ou l'autre, où vous les avez déjà peut-être, les clés les plus importantes et les clés intrinsèques qui vous permettront de vous relever quoi qu'il arrive. Tu parlais de palmarès tout à l'heure, mais avant d'arriver à un palmarès, de construire un palmarès, j'ai échangé ce matin avec Virginie de Dieu sur les sacrifices. Il y a une ligne de palmarès, mais il y a des milliers d'heures d'entraînement, des milliers d'heures de chute, d'échecs, de douleurs, de souffrances, et parfois même d'égoïsme vis-à-vis de son entourage. On néglige les autres. Ces moments-là nous ont construit, nous, en tant que sportifs de haut niveau, mais on n'est rien et on ne sera jamais rien sans vous toutes et tous, sans nos proches, sans nos familles. Échouer fait partie de la vie. Mais le plus grand échec, c'est de rester en bas. C'est de ne pas trouver la force pour se relever. Je ne vous fais pas la morale et je ne me permettrai jamais de le faire à qui que ce soit. En revanche, c'est de cette expérience-là. Je vais vous raconter une anecdote. Ma première sélection aux Jeux paralympiques, c'était à Athènes. Avant d'arriver à cette sélection, je suis tombé des dizaines de fois dans le monde entier. J'ai eu le privilège et la chance d'avoir fait le tour du monde entier, de rencontrer des cultures diverses et variées, de m'enrichir des autres, de m'enrichir de mes propres échecs. Avant d'aller à Athènes, je suis tombé au Texas, je me suis relevé à Atlanta, je suis tombé à Hong Kong, je me suis relevé en Nouvelle-Zélande. Et tout ça pour vous dire que l'investissement et l'engagement, et puis cette envie, il ne peut pas y avoir de résilience et ni de rebond s'il n'y a pas l'envie. On devient sportif de haut niveau ou quelle que soit l'activité, parce que la résilience, comme je vous le disais en préambule, ne concerne pas que le sport. Vous échouez dans vos projets professionnels, vous vous relevez. On se relève tous. Un échec nous permet aussi d'envisager, de corriger nos propres erreurs. Ou peut-être que tel ou tel projet n'est pas fait pour nous. Quel que soit le sujet, faire preuve d'envie nous permet plus facilement de nous relever. L'un des échecs pour lequel j'ai mis un peu plus de temps pour me relever, et à la fois que j'ai subi, je vous parle aujourd'hui, il est encore en moi. Mais cet échec-là, pourquoi je mets un peu plus de temps? C'est parce que je ne suis pas le principal acteur de cet échec.
ce sont les Jeux de Tokyo. Les Jeux de Tokyo, c'est tout frais, c'était il y a 6 mois. Mais les Jeux de Tokyo correspondaient à la pandémie. Un échec lorsqu'on n'identifie pas les causes racines pour faire le diagnostic et travailler sur les solutions, c'est un peu plus compliqué. Dans mon bonheur, c'est que ça réduit la prochaine Paralympiade et du coup Paris représente 3 ans de préparation, donc Paris c'est demain. Peut-être que je mettrai un peu plus de temps pour analyser cet échec-là. En revanche, ne pas identifier les causes racines de l'échec que nous traversons, ça peut mettre un peu plus de temps à analyser et surtout à trouver les solutions pour avancer. Et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Moi, justement, j'ai bien aimé la première question. Est-ce que c'est que le sport? J'imagine que tu as une vie à côté du sport aussi. Quel usage tu fais de tout ce que tu as appris, de la résilience que tu as construite, éventuellement en dehors de ton activité sportive? Alors, merci pour la question. Tout d'abord, comme vous disiez, la résilience, le rebond ne concerne pas que le sport. En revanche, les clés que j'ai découvertes lors de ma pratique sportive, lors de ma vie également en tant que jeune homme en situation de handicap, enfant en situation de handicap dans une société qui n'avait pas ce regard-là face au handicap, et probablement pour lesquels j'ai contribué, moi, à changer ce regard-là, m'a permis, tout au long de ma construction, en tant qu'être humain, à utiliser ces fameuses clés que j'ai détectées pour continuer à avancer, quel que soit le sujet, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, à avancer. En revanche, ne pas avancer tête baissée. Donc, dans ma vie, je suis chef de projet innovation pour les Jeux paralympiques chez Orange. Donc voilà, je traite un sujet qui est en moi. Les Jeux paralympiques, donc les Jeux pour les personnes en situation de handicap. C'est un sujet pour lequel je ne veux pas vous dire je suis né, mais si, je suis né parce que je suis né, rappelez-vous, 3 fois. La 3e fois, je me suis réveillé, j'étais en situation de handicap. Merci. Merci à vous. Alors moi, j'avais une question. Du coup, quel a été votre plus beau souvenir justement par rapport à ce sujet-là, par rapport à la résilience? Alors, je vous disais, c'était les Jeux d'Athènes et les championnats du monde d'escrime au Grand Palais. Le premier volet, c'est qu'il a fallu faire le tour du monde, pour aller chercher cette fameuse sélection. Surtout qu'en début de période de sélection, l'échec a été brutal. J'étais au sommet de mon art et je tombe très tôt au Texas. Première Coupe du Monde sélective. Il fallait vraiment digérer là, pour le coup, parce qu'on rumine les heures d'entraînement, les sacrifices. Je parlais de sacrifices vis-à-vis de ses proches, que je passais plus de temps avec mes propres coéquipiers. On avait même fait le compte, on passait 295 jours avec ses coéquipiers plutôt qu'avec sa famille. Et à la première Coupe du Monde sélective, échec total. Il n'y a pas d'autre mot. 2 mois après, rebelote. La deuxième phase de Coupe du Monde, et là, ça se passe beaucoup mieux. Mais parce que sur ces 2 mois-là, j'ai eu le temps de faire cette analyse et trouver d'autres solutions, m'adapter. Il y a aussi cette faculté-là,
lorsqu'on est sportif de haut niveau, on essaye de s'adapter. Et puis, je reviens également là-dessus, hein, s'adapter, ce n'est pas spécifique aux sportifs de haut niveau. De mon côté, moi, je vous parle de ce que je connais. Je suis allé chercher ma sélection en Nouvelle-Zélande. Donc, je passe du Texas à la Nouvelle-Zélande. Le grand écart. Pour les championnats du monde à Paris, nous avions une telle pression que les championnats du monde, nous les avions faits à plusieurs reprises dans nos têtes. Et au premier tour, on a failli être sanctionné très rapidement par une équipe qui, normalement, si on avait fait les choses correctement, nous devions gagner. Mais ça a été une alerte, ce qui nous a permis d'aller au bout du titre et être vraiment... Là, ça valait une médaille d'or olympique. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qui t'anime, toi, aujourd'hui, à continuer, malgré justement tous ces sacrifices et la difficulté du quotidien de sportif de haut niveau? Alors, j'ai la chance d'avoir une certaine expérience dans le sport. Le projet ne me concerne pas uniquement, il concerne tout un écosystème. J'ai embarqué ma famille dans ce projet. J'ai le soutien de mes enfants. Je ne serais pas parti, je n'aurais pas fait la même démarche. Moi, j'ai la chance d'avoir des jumeaux. Lorsque j'ai repris ma carrière, donc j'ai arrêté après les Jeux de Londres, et lorsque j'ai repris ma carrière pour partir, dans une démarche de préparation pour les Jeux de Tokyo, ça a été une démarche réfléchie, co-construite avec mes enfants, qui ont été mes premiers soutiens. En revanche, s'ils m'avaient dit, si j'avais senti qu'il y avait quelque chose, ou même s'ils m'avaient dit non, je n'y serais pas allé. Après, il y a un deuxième sujet qui est, j'ai commencé ma carrière sportive à Paris. Les Jeux à Paris, ça sera la fin de ma carrière sportive. Et la boucle sera bouclée. Donc, il y a une motivation. Et puis, pour n'importe quel athlète, les Jeux à domicile, on est prêt à tous les sacrifices. Moi, en tout cas, personnellement, aujourd'hui, je le suis. Ça sera également dans un lieu dans lequel j'ai été champion du monde. Donc, ça revêt énormément ça fait, il y a énormément de souvenirs, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de ça. Les championnats du monde à Paris en 2010, je peux vous les raconter quasiment minute par minute. Donc, revivre ces moments-là, pour moi, ça n'a pas de prix. Dans la limite de ce que ma famille peut accepter. En revanche, les sacrifices physiques, la fatigue, les déplacements, ça ne regarde que moi. Donc, du coup, je suis prêt à endosser cette responsabilité-là. Du moment que ça ne cause pas de tort à ma famille. C'est la seule chose que je n'accepterai pas. Je n'aurais peut-être pas eu ce recul, je ne l'avais pas ce recul au début de ma carrière. Mais aujourd'hui, c'est la seule chose, c'est parce que c'est à Paris. Si les Jeux avaient été inversés, je n'y serais pas allé une dernière fois. Merci. Merci à vous. En fait, j'ai plusieurs questions. Mais... La première, comment est organisée ta semaine? Puisqu'entre famille, entraînement et tout, oui. Comment elle est organisée? Ma semaine mes journées, elles sont bien riches, bien chargées. Je travaille le matin, l'après-midi. Je m'entraîne essentiellement en soirée, du lundi au vendredi. Et le week-end, je suis en compétition. Voilà. Et ça va aller comme ça jusqu'à Paris. Tu ne nous parles pas trop de ton palmarès, parce qu'on entend médaille, mais certainement défaite aussi, tu en as parlé. Mais c'est quoi le palmarès? Quel est ton palmarès? Alors, vainqueur de circuit de Coupe du Monde, c'est ce qui m'a permis de me qualifier pour les Jeux de Rio. Donc, médaille de bronze aux Jeux de Rio, double champion du monde à Paris et en Italie l'année suivante, et 3 fois champion d'Europe. Et quelques titres de champion de France. J'ai juste une petite question, parce que moi aussi, je suis en situation de handicap. Je suis rugbyman
au club de Vitrolles. Et justement, comment tu fais pour garder autant ce mental par rapport à l'handicap? Parce que moi, je joue au rugby normalement, c'est sûr, c'est en série. Mais là, des fois, j'ai des périodes de faiblesse. Et je me dis, avec cet handicap, vaut mieux pas que je m'arrête et je me cantonne à être entraîneur ou ce que je fais actuellement avec Campus, community manager, ou est-ce que je dois garder ce mental pour continuer à être sur le terrain? Je pense que déjà, merci pour la question, et je pense que la réponse, tu viens de l'avoir dans la fin de ta question. Alors, comment je fais pour continuer? J'ai eu la chance, comme je vous l'expliquais précédemment, d'avoir rencontré les bonnes personnes, d'avoir eu l'accompagnement. Sans ce médecin, je ne serais probablement pas face à vous. Je ne serais peut-être pas là. Enfin, j'en suis même persuadé. En revanche, j'ai eu l'accompagnement, et puis, rappelez-vous, je vous disais que ce médecin, il avait passé un pacte avec ma mère qui impliquait qu'il rentre dans ma tête, à me construire. Donc, cette démarche-là, je m'en étais rendu compte beaucoup plus tard. Mais vraiment beaucoup plus tard. Aucun de nous n'accepterait que ce médecin fasse... Moi, je vous le dis aujourd'hui, j'accepterai pas qu'il fasse ça à mes enfants. Honnêtement, je ne l'accepterai pas. Parce que j'ai souffert physiquement et j'ai souffert mentalement. Voilà. Mais comment je fais? Je ne veux pas vous dire que c'est du conditionnement, mais pratiquement. Moi, j'ai pratiquement été conditionné. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas ça avec du regret. Je le remercie parce que ça m'a permis de me donner les clés pour affronter la vie en tant qu'enfant, tout d'abord en situation de handicap, mais également en tant qu'être humain dans une société qui avait du mal à accepter les personnes qui ont un handicap, les personnes différentes. Donc aujourd'hui, la société a évolué grâce à nous toutes et tous, mais voilà, dans les années 90, ce n'était pas le cas. Donc le mental, ce n'est pas quelque chose qui est inné. En revanche, ça se travaille, ça s'accompagne. Il faut s'entourer avec les bonnes personnes, avec le bon environnement. C'est tout un écosystème qu'il faut construire. En revanche, vous ne devez pas baisser les bras. Je ne dis pas que vous ne traversez pas ou qu'on ne traverse pas. J'en ai bavé. Franchement, je vous le dis, il y a des périodes où, même au début de ma carrière sportive, j'en ai bavé. Mais je n'avais pas d'autre choix. Et parce que c'est soit on se relève, soit on reste en bas. Et moi, je n'avais aucune envie. Parce qu'à chaque fois que je tombais, mon expérience et les souffrances que j'avais vécues, je les transformais en force supplémentaire pour pouvoir me relever. Et j'insiste à nouveau, ce n'est en aucun cas de la prétention, je ne fais la morale à personne, je vous raconte simplement ma vie. Merci à vous. Merci.